Aujourd'hui, une émission où nous allons revenir sur un événement très important qui s'est passé il y a quelques jours, quelques semaines, en Chine. La réunion que nous appelons l'OCS, Organisation de coopération de Shanghai. C'est ça. Que Macron a signé un traité avec la Chine, à Xi Jinping. Donc ça veut dire qu'on a les éléments pour pouvoir le faire. Tout à fait. Mais il a oublié, peut-être. Peut-être. Bonjour, bienvenue sur Open Box TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Et merci de nous soutenir sur Tipeee pour maintenir cette ligne éditoriale indépendante. Vous pouvez bien évidemment vous abonner, être membre de notre chaîne et avoir du contenu exclusif. Alain Juillet, bonjour. Bonjour Claude. Aujourd'hui, une émission où nous allons revenir sur un événement très important qui s'est passé il y a quelques jours, quelques semaines, en Chine, où les médias français n'en ont pas particulièrement parlé. C'est la réunion que nous appelons l'OCS, Organisation de coopération de Shanghai. C'est ça. Où il y avait quand même, bien évidemment, le président Xi Jinping, le président Poutine, il y avait tout le monde. On va faire la liste. On va en parler, tout à fait. Et en fait, cette réunion de l'OCS est arrivée quelques semaines, peut-être moins d'un mois après la rencontre entre Trump et Poutine en Alaska. Et c'est intéressant de voir un petit peu comment tout cela évolue. Alors pour cela, vous avez invité un expert en la matière, un expert de la Chine, Monsieur Wang. C'est Alex et, Wang, et je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses. Et on va avoir une analyse très précise. On va pouvoir décoder les images et ce qui s'est dit. Je vous laisse développer. Oui, merci Claude. Oui, d'abord, je suis très content parce que recevoir aujourd'hui pour la deuxième fois, parce qu'on a déjà eu le plaisir d'échanger il y a quelque temps, de recevoir Alex Wang. Alex Wang, c'est un ancien dirigeant d'entreprise qui est vraiment, pour moi, en tout cas pour ce qui me concerne, un expert, un spécialiste de la Chine. Et j'ai pensé qu'il était intéressant, lui qui connaît particulièrement bien la Chine et qui surtout la connaît de l'intérieur, si vous voulez. Je pense qu'il est très important qu'on puisse, avec lui, discuter de ce qui s'est passé, de sa fameuse réunion de l'OCS à Tianjin. Mais il n'y a pas que ça. Parce que si on regarde les discussions qu'il y a pu y avoir, vous avez d'un côté l'OCS, qui a montré sa puissance, et avec l'arrivée de l'Inde en particulier, on va en parler, mais également, vous avez les BRICS qui sont derrière. Et il faut bien voir les deux. Car tout ça, ça se tient d'une certaine manière, en tout cas ne serait-ce que parce qu'il y a la Chine au milieu. Il n'y a pas que la Chine d'ailleurs. Alors, merci cher Alex Wang d'être venu nous partager votre expertise pour démarrer cet entretien, cette discussion. Je vais vous une première question d'abord. Quand la Chine a créé son association douanière, vous savez, le CPC, avec 13 pays, d'Asie, l'Inde avait refusé de s'associer à cette solution douanière en disant « je ne veux pas tomber sous le contrôle ou sous la pression chinoise, je suis indépendant ». Et puis là, on voit Modi, le président Modi, qui vient participer à l'OCS, mais on voit aussi, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé, que peu de temps avant, le président Trump a augmenté les taxes de manière considérable sur le pétrole acheté par les Indiens à la Russie. Donc c'est scandaleux, vous n'avez pas le droit d'acheter aux Russes, donc je vous surtaxe. Et qu'est-ce qui se passe quelques semaines après? Mais le président Modi vient à l'OCS. Alors, est-ce que ce n'est pas un grand rapprochement de tous ceux qui ne sont pas contents? Tout à fait. Donc, pas seulement OCS, donc, vous avez mentionné BRICS. Oui. Donc c'est pour moi, c'est deux moteurs qui poussent le nouvel ordre qui arrive. Les deux moteurs. Voilà. Et là-dedans, concernant OCS, Trump a poussé dans le, je sais pas, dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Oui. Voilà. Donc l'Inde était présente dans l'OCS, mais de façon un peu à reculons. Ouais. Donc, les taxes de 50% imposées par Trump a beaucoup poussé l'Inde à venir voir la Chine et pour échanger
beaucoup plus concernant les problèmes existants, donc les frontières, etc., etc. Et aussi dire que on va mettre toutes ces choses-là en attendant à côté. On va regarder les grandes choses stratégiques. Donc, c'est pour ça qu'il est allé à Tianjin pour discuter face à face avec Xi Jinping et Poutine. Quand on regarde les BRICS, le Brésil, alors sous prétexte de Bolsonaro, Oui. ils ont mis 50% de taxes sur les produits venant du Brésil aux États-Unis. À l'Inde, sous prétexte de pétrole, ils ont mis 50% de taxes pour taxer les produits indiens. Sur la Chine, on est bien au-dessus. Est-ce qu'en définitive, on n'est pas en train d'assister de la part des Américains à une tentative économique de pression maximale sur l'ensemble des BRICS pour les mettre en difficulté? On peut dire ça. Donc l'intention est quelque part là. Donc la logique sous-jacente est bien sous-jacente, mais bien visible. Donc la Chine a adopté une attitude très très claire cette fois-ci. Oui. Du coup, je suis prêt à découpler. Ouais. Donc je suis prêt pour le découplage parce qu'en tout, c'est seulement 15% de commerce avec les États-Unis, Oui, bien sûr. dans l'export de la Chine. Et donc ça, cette attitude a encouragé, je pense, quelque part, les uns et les autres pour adopter une position plus ferme. Donc, en commençant par les 5 membres fondateurs de BRICS. Alors en fait, le président Trump est un très bon sergent recruteur pour les intérêts chinois. Parce qu'effectivement, comme dit Alain Juillet, à force de taxer tout le monde, la Chine se présente autrement. Liberté de commerce, liberté de business. Chacun y voit son propre intérêt. On voit deux tendances. Donc pour la Chine, il y a beaucoup plus de pays qui viennent parce que la taxe d'impôt, c'est presque zéro. Voilà. L'autre côté, excusez-moi d'interrompre. Je ne sais pas si nos auditeurs le savent, mais au moment où le président Trump a augmenté les taxes partout, en particulier en Afrique, il est passé entre 10 et 20% sur l'Afrique selon les pays. Dans le même temps, la Chine a dit que les pays africains ne paieraient plus de droits de douane. Tout à fait. Donc, plus de taxes. Donc, si vous voulez... on voit deux forces c'est deux politiques à l'opposé. Tout à fait. Donc, on voit qu'on est en train de voir un monde, le monde moins un. Moins un, c'est les États-Unis. Oui. Donc, voilà. Alors, justement, pour aller dans ce sens-là, parce que quand on regarde la déclaration de Tianjin, la déclaration finale, qui est... Oui, j'ai vu, c'est long, mais... Très long. Je regrette beaucoup parce qu'on n'en a pas parlé en France, ou pratiquement peu, alors qu'elle mérite d'être lue. Tout à fait. D'autant plus que, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est que le secrétaire général des Nations Unies a assisté à toute la réunion de l'OCS, tout à fait. À toutes les réunions. Pourquoi ? Parce que derrière les déclarations, quand on voit la déclaration de Tianjin, on nous parle des Nations Unies et de la réforme nécessaire des Nations Unies. Tout à fait. L'esprit de Shanghai, qu'on parle beaucoup. Donc l'esprit de 5 ou 6 points. En fait, si on regarde bien, c'est l'esprit de la charte des États-Unis, des Nations Unies. Oui. C'est la même chose. C'est dans le même sens. Et on a justement, donc on voit bien, qu'est-ce que nous disent les Chinois. Les Chinois disent, dans le fond, le monde a évolué, ce que vous venez de dire, le monde a évolué, a complètement changé. Bon, est-ce que le format actuel de l'ONU est le bon format? Et la réponse est non, parce que ça ne marche pas, ça on le sait tous, mais en plus parce que ceux qui sont à la tête, le Conseil de sécurité, aujourd'hui, c'est quoi? C'est les 5 vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. C'est du passé. C'est passé tout ça, c'est fini. Oui. Ça fait quand même 60, plus dis-je, 80 ans même. 80 ans. Ça fait 80 ans. Est-ce que c'est normal au bout de 80 ans qu'on reste sur le même format? Il faut s'adapter, Donc le monde a changé, l'ordre est nouveau et il faut qu'on s'adapte pour pouvoir
analyser correctement les problèmes auxquels on fait face et aussi trouver des solutions tous ensemble pour résoudre ce problème-là. Sinon, on a le problème d'aujourd'hui et du futur, et puis notre tête est dans le passé. Non, ça ne peut pas marcher. Le président Xi Jinping, il avait pris un peu la parole tout le long des négociations possibles, avancées, et la réunion entre le président Trump et le président Poutine en Alaska. Est-ce qu'il avait pris la parole? Oui, il a beaucoup parlé. OCS, au départ, c'était une idée de Primakov. Primakov. Voilà, il avait l'idée d'organiser, créer une sorte de RIC, donc Russie, l'Inde, Chine, à l'époque. Donc l'OCS, quelque part, c'est dans le filet. Hein. Juste excusez-moi, pour nos auditeurs, je précise, Evgeny Primakov, qui a été Premier ministre de la Russie sous Poutine, a été, pour moi c'est surtout ça qui m'intéresse, vous m'excuserez, il a été le patron du SVR, c'est-à-dire du service de renseignement civil, je dirais, russe, dont la spécialité était l'intelligence économique et le renseignement économique. Donc, si vous voulez, lorsqu'il a déclenché... Il a vu la nécessité... Il a vu l'intérêt des relations et comment il fallait faire des relations avec la Chine et tous les pays de l'Asie centrale. Et il a eu à ce moment-là l'idée de créer l'OCS, qui a été repris par tout le monde, car c'était une excellente idée, il faut le dire. Voilà, c'était cette idée-là. Voilà. Et puis le groupe de Shanghai, en 1996, c'était le développement de cette idée-là. Et 2001, c'est la consécration de l'OCS. Donc, le concept est devenu une réalité. Ah ouais, puis une énorme réalité. Une grande réalité. Là, parce que on parlait des BRICS, on parlait de l'OCS, mais alors l'OCS, il y a une chose qui m'a surprise, moi, quand j'ai vu la déclaration et les photos aussi des personnalités qui étaient là. Parce qu'il y avait beaucoup d'invités. Il y avait le Brésil, par exemple, qui n'est pas dans l'OCS. Il y avait l'Égypte, qui n'est pas dans l'OCS. Il y avait beaucoup d'invités extérieurs. Hein. Et la Turquie. Oui, la Turquie. Alors la Turquie, en tant qui est au milieu. Observateur. Il n'a rien dit, mais il a écouté. Il n'a pas parlé, mais il a regardé. Mais de même, il voudrait être aussi dans les BRICS. Hein. Il est sur la photo officielle. Il est sur le photo. Mais alors, il y avait des chefs d'État très intéressants, parce que ça montre bien quand même. Hein. Voilà. Mais alors, derrière, il y avait une femme, ou une personne plutôt, qui m'a étonné, c'est qu'ils veulent créer une banque. Oui. La banque de l'OCS. Alors, la les BRICS avaient créé une banque avec Vilma Roussel, la banque des BRICS qui est basée à Pékin. Et là, on crée une banque pour l'OCS. Tout à fait. Pour aider les petits et moyens projets et aussi pour prêter de l'argent pour les pays qui en ont besoin. Et avant, c'était un peu coincé. Là, c'est bon. Donc, on est parti. Donc, tous ces pays ont décidé à travers une banque commune. Tout à fait. Oui, mais c'est très important, parce qu'on avait en Europe, on a la Banque européenne, la BCE. Bon, et on disait, on a la BCE et puis on a le FMI. Mais maintenant, on a la banque du BCE, la BCE, le FMI, mais on a maintenant aussi la banque de l'OCS, on a aussi la banque des BRICS. Ça commence à faire beaucoup de banques à vocation mondiale. Hein. Tout à fait. Parce que les Chinois ne sont pas très satisfaits de Banque mondiale. C'est moins qu'on puisse dire. et l'autre. Ouais, parce qu'elle est proprement américaine. Voilà, et que quand ils prêtent de l'argent, il y a beaucoup de conditions. Ouais. Et donc les pays africains ou les pays dans d'autres régions ne sont pas du tout satisfaits. Ça ne fonctionne pas. C'est pas efficace. Oui, vous voyez, mais ça, c'est important. Ça veut dire que la politique, actuellement, le pays qui prête le plus, c'est dans le monde, hein, qui fait le plus grand nombre de prêts, c'est la Chine. Quand on se souvient sur l'Afrique, il y a la réunion chaque année de tous les chefs d'État africains, pratiquement ils viennent tous en Chine, et il y a des prêts qui leur sont donnés, il y a des aides qui leur sont données. Il y avait un problème, c'est qu'on passait jusqu'à maintenant par le FMI et par la Banque mondiale, et puis là, c'est fini, on va passer par la Banque de l'OCS, si j'ai bien compris, et la Banque des BRICS. Tout à fait.
Et Donc c'est un changement avant, il dit que au niveau des ok, équilibres mondiaux, financiers. vous avez besoin de l'argent, ok, mais vous mettez à genoux d'abord. Voilà, c'était ça. Et Ouais. maintenant, c'est autre chose. L'OCS est pour développer les affaires dans un univers de sécurité, de coopération entre les pays. Hein. C'est surtout ça. Au départ, c'était la sécurité quand même. La sécurité, Donc, oui. l'Asie centrale. Voilà. Parce qu'après l'explosion de l'Union soviétique, Ouais. c'était ça. Trois points importants donc, contre terrorisme, contre extrémisme et contre le séparatisme. C'est Voilà. ça, c'était la base. Voilà. Les trois volets. Oui, c'était ouais, trois volets. Aujourd'hui, c'est Et- le développement Tout à fait. commercial, économique. Ça vient, donc on garde les trois volets et on commence à regarder beaucoup plus aussi, en plus de BRICS, donc on regarde aussi ce qui se passe côté économie, finance et autres volets. D'où la nécessité d'une banque pour faire des développements de projets de coopération. Il y a aussi, alors on continue, en essayant de faire un peu l'exégèse ou l'analyse de toute cette affaire de Tianjin, il y a une phrase que je vais reprendre que vous venez de dire et qui m'a beaucoup frappé, moi, c'est justement le fait que tous les pays qui ont participé sont tous d'accord pour dire qu'il faut lutter contre le terrorisme. Là, ça correspond aussi à ce que disent les Occidentaux, mais également, et ça me paraît très important, l'extrémisme et le séparatisme. Tout à fait, les trois. Les trois. Parce que ça, c'est une véritable politique de sécurité au niveau de tous ces pays. Et il faut en voir les conséquences. Hein. Tout à fait. C'est-à-dire que dans tous les pays de l'OCS, on n'acceptera pas les tentatives séparatistes, on luttera contre les tentatives au même titre que le terrorisme, et on va lutter contre les extrémismes de tous bords. C'est très important, ça, parce que... On a vu le résultat oui. depuis la naissance de OCS et surtout depuis le renforcement de la coopération de l'intelligence, donc au sens propre du terme, concernant ces domaines-là. Et alors, je continue, si vous voulez, parce qu'on me dit toujours, tout est mêlé, hein, les BRICS et puis et les OCS. En définitive, est-ce qu'on peut penser que cette vision affirmée dans le cadre de l'OCS sur les plans de la sécurité est une vision qui va être partagée par l'ensemble des BRICS? Oui, je pense. Hein, Tout à fait. Oui. C'est ce qui semble, hein, c'est ce Ouais. qui semble. Et puis, donc, mais voilà, c'est côté très, très économie, important. les deux côtés, on développe beaucoup plus l'économie et la sécurité va être renforcée et renforcer, étendre avec BRICS. Alors, justement, parce que quand on regarde, si pour le futur, hein, là je parle pour nos auditeurs pour le futur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous, les Occidentaux, on dira sur un pays ou sur un autre qu'on trouve très bien qu'il y ait des troubles, qu'il y ait des manifestations et autres, de l'autre côté, le problème sera qu'on passera ces événements par le crible terrorisme, extrémisme, séparatiste, et que si une des trois raisons s'applique, ces opérations seront totalement réprimées, avec toute la bonne foi, puisque ça a été annoncé, et que ça va nous mettre, nous, en difficulté, parce que régulièrement, évidemment, on essaie de s'appuyer sur ces tendances extrémistes ou séparatistes. Hein, comme l'outil. Comme monnaie des choses. Ouais, tout à fait. Hein, on est bien d'accord. Tout à fait. C'est pour ça qu'on a insisté pour que l'Inde et le Pakistan soient dedans. Eh oui. Parce qu'on peut discuter à l'intérieur au lieu de oui, l'arrivée de l'Inde est considérable. Voilà, celui-là. Et puis aussi, l'autre, c'est Azerbaïdjan et Arménie, ils sont invités, ils sont candidats également pour entrer à l'OCS. Absolument, oui, mais justement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la Turquie, elle est observateur. Il est partenaire maintenant. Eh oui, mais il arrive, il va rentrer, il rentre. Hein. Il va rentrer. Vous avez l'Arménie et l'Azerbaïdjan, maintenant qu'ils ont fait la paix, oui. Hein, qui se sont mis d'accord, qui veulent rentrer également. Quand on voit, ça veut dire que tout ce qui est Asie centrale, le Caucase et autres, tout le monde est en train de rentrer dans l'OCS. Hein.
Et il faut sans oublier que l'Iran est déjà membre officiel. Oui, excusez-moi, l'Iran est déjà membre. Il ne faut pas oublier un grand morceau. Bien sûr, non, mais c'est pour ça. En réalité, c'est tout l'ensemble. Si vous ajoutez la Russie, on voit bien qu'on commence à regarder. On voit que, aux frontières de l'Europe, tout bascule vers l'OCS. Les gens n'en ont pas conscience. Hein. Oui, c'est à fait. Les gens n'ont pas conscience. Ils voient, c'est là-bas, c'est Tianjin. Non, c'est tous les pays qui sont limitrophes des pays européens. Tout à fait, c'est le corps de la Terre. Eh oui. Qui est là. Eh oui, et c'est énorme. Hein. C'est impressionnant. Comme quoi, un pays qui s'appuie sur l'écoute des autres, sur l'économie, sur les échanges, finalement réussit à réunir des peuples et des pays qui... Parce qu'on a envie de vivre ensemble, bien sûr, de façon pacifique. Il faut insister là-dessus, je crois, M. Wang, parce que vous connaissez bien le sujet. C'est que quand on lit cette déclaration, ce qui est très frappant aussi, c'est qu'alors à chaque chapitre, à toutes les pages, on vous dit « Nous sommes pour la paix, on est pour une coopération entre tout le monde, pour des échanges entre tout le monde, on ne veut pas de pays qui impose à tous les autres sa vision des choses. » C'est une déclaration, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est très ouverte, hein, elle est mondialiste par rapport à d'autres. Très ouverte. Hein, mais en même temps, elle ne laisse pas faire, elle dit on n'est pas d'accord avec les États-Unis et c'est sous-entendu, on n'est pas tout à fait d'accord avec les pays autour. On n'est pas d'accord avec les États-Unis, on n'est pas d'accord avec cette façon de faire. Exactement, la façon de faire. On n'en cite jamais les États-Unis. Hein. Jamais. Les Chinois sont bien trop malins pour ça. Poutine également. Ouais, Poutine aussi. C'est complètement en ligne avec l'esprit de Shanghai. L'esprit de Shanghai, c'est quoi? C'est confiance mutuelle, intérêt mutuel, consultation mutuelle, respect des différences, donc diversité des civilisations et le développement économique en commun. Voilà, tout est dit. Oui, c'est ça, vous avez raison. Alors vous avez parlé du président Poutine. Nous, on a vu du côté occidental le tapis rouge du président Trump pour accueillir le président Poutine, pour essayer de le ramener dans le camp occidental, si on peut dire ça comme ça. Mais là, à votre avis, il y a deux poids, deux mesures. Là, le président Xi Jinping a lui aussi mis le tapis rouge pour le président Poutine. Oui, bien. Mais entre les deux, donc, il y a les 30 ans d'histoire qui passaient par là. Parce que Poutine a voulu faire partie de l'Occident. Il a essayé, il a négocié. Il a essayé de venir dans l'Occident, c'est nous qui avons voilà, donc il n'a pas oublié tout ça. Surtout concernant la guerre en Ukraine. Donc il n'a pas du tout oublié. Donc je ne crois pas qu'il va passer de l'autre côté. Voilà. D'abord, c'est le président Trump, il avait vu Poutine une fois, mais c'est la première rencontre officielle du président Trump avec le président Poutine. Il y a eu des coups de téléphone et tout, mais première. Entre le président Poutine et le président Xi Jinping, il y en a eu 55 réunions. Donc on est en train de parler d'une relation avec 55 réunions d'échange et de partage, contre de l'autre côté, une. Avant de rattraper le retard, il faut du temps. Déjà, c'est un premier point. Non, mais il faut être raisonnable. Oui, il tente la stratégie Nixon inversée. Ça prend du temps. Hein. Exactement. Alors le deuxième point, c'est ce que vous disiez. Hein, il ne faut pas oublier non plus, c'est que Poutine, en 2001, on en a parlé dans une émission, Poutine, en 2001, quand il a pris le pouvoir, quand il est devenu Premier ministre de Russie, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Je veux faire partie de l'Union européenne ». Tout à fait, il a dit. Oui. Il l'a dit. Il a dit « Je demande à faire partie de l'Union européenne ». Il voulait rentrer dans l'Europe. Hein, ce qui était formidable, puisqu'il il amenait à l'Europe toutes les richesses minières, pétrolières et autres, et la paix. De la Sibérie ailleurs. Et la paix. Et la paix. Bon, c'était magnifique. C'est Angela Merkel qui a refusé. Il ne faut pas l'oublier, qui a dit « il n'en est pas question ». Et bien sûr, les Américains ne voulaient pas imaginer une seule seconde qu'on puisse faire ce rapprochement, parce que ça faisait de l'Europe la plus grande puissance mondiale. Tout à fait. Et là, c'était insupportable pour les États-Unis. D'où la stratégie d'extension de l'OTAN. D'où la stratégie vers exactement. D'où la stratégie d'extension de l'OTAN, qui a été la réponse des Américains pour déstabiliser et empêcher justement que ces rapprochements puissent se faire. Faut pas l'oublier. Ça, là, on est dans la grande géopolitique mondiale, mais ça a eu un impact terrible maintenant.
Quand on voit la guerre en Ukraine, on se dit, mais si on avait fait en 2001, on avait fait rentrer Poutine dans l'Europe, il n'y aurait jamais eu de guerre, on aurait eu la paix. Et on serait la première puissance mondiale. Donc c'est quand même, ça laisse de quoi réfléchir, on est bien d'accord. Tout à fait. Mais comme on l'a rejeté, Là, et comme un malpropre, hein, on l'a rejeté, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé de l'autre côté. Et depuis, ils se sont construits des relations très fortes. Hein. oui. Ça ne veut pas dire que les deux pays étaient toujours amis, étaient dans le temps. Oui. La Russie et la Chine avaient eu des problèmes, beaucoup de conflits. C'était sur le fleuve Amour. Tout à fait. Il y avait des combats. Hein. Voilà. Front de frontières. Tout à fait. Donc, c'est l'intérêt clé des deux pays qui a fait qu'ils ont pris la décision sage. Décision sage. Sous la pression des Européens et des Américains. Ah oui, mais c'est, faut le dire, hein, c'est pas... Parce que je crois, il faut voir les réalités en face. Hein. On est aujourd'hui dans un changement du monde, comme vous le disiez très justement. Hein, mais beaucoup de monde ne sont pas réveillés encore. Ouais, ils n'ont pas compris. Kaja Kallas, celui qui est en charge des affaires étrangères, il est complètement à côté de la plaque. Oui, elle ne connaît pas. Il ne connaît pas. Il dit que la participation de Russie et de la Chine dans la Seconde Guerre mondiale, c'est une dernière nouvelle. Non, mais attendez, parce qu'ils ne connaissent pas. Quand même. Mais ils ne connaissent pas l'histoire. Mais vous savez, moi je vois, quand on a interdit, à l'époque, hein, il y a quelques années, on a interdit au président Poutine de venir fêter la fin de la Deuxième Guerre mondiale, date européenne, hein, parce qu'il y a la date russe un jour plus tard. Hein. Du fait de la signature par Yukov un jour plus tard. Voilà, 8 et 9. Et le 3 septembre en Chine. On aurait dû inviter Poutine. C'est quand même... Il y a eu 14 millions de morts en Russie, c'est-à-dire beaucoup plus de morts en Russie toute seule que dans tout le reste de l'Europe et aux États-Unis. Largement. Hein. Bon, on n'a pas voulu l'inviter. Mais c'est exactement pareil. On y a une réalité. La guerre, elle a été gagnée par les Occidentaux, et les Russes ont payé un très lourd tribut. Ils ont fait la guerre. C'est eux qui sont arrivés à Berlin. C'est pas les Américains. Hein. Ouais. Faut pas l'oublier. Hein. Ceux qui sont arrivés à Berlin, ça a été les Russes. Hein, ceux qui ont attaqué Berlin et qui ont conquis Berlin, c'est eux. Les Américains étaient encore à plusieurs centaines de kilomètres de Berlin quand la guerre s'est arrêtée. Et ça, il ne faut pas l'oublier quand même. Il ne faut pas oublier l'histoire. Et les Chinois ont aidé les Américains contre les Japonais. 20 millions de morts. 20 millions de morts. Hein. On le disait, il y a une autre émission, hein, les Chinois, il ne faut pas oublier que les Chinois il y a eu des guerres contre les Européens, contre plein de monde, mais la pire de toutes les guerres, ça a été avec les Japonais, ça a été horrible. Ce qu'ont fait les Japonais... Il n'y a pas de mots pour les dire. Il n'y a pas de mots. Hein. 20 millions de morts en Chine par les Japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Et les Chinois étaient du côté des Américains, on fait la guerre avec eux, et on les a récompensés. Il ne faut pas l'oublier, à la fin de la guerre, la Société des Nations, on a parlé aussi de ça, l'ONU, vous en souvenez, l'ONU a remercié la Chine de sa participation en lui donnant Taïwan. Parce que maintenant tout le monde a oublié ça. On récupère Taïwan parce que c'était pris par le Japon. Par les Japons, qui était devenu une colonie colonie japonaise. Mais... pour ça tout ça... c'était écrit dans la déclaration de Potsdam. Absolument. Ouais. Aujourd'hui, comment vous pouvez considérer ou analyser la relation entre Xi Jinping et le président Poutine ? Est-ce que le président Poutine n'est quand même pas affaibli dans les discussions et dans l'équilibre des discussions qu'il peut avoir le président Xi Jinping ? Je ne crois pas, parce que les deux leaders regardent d'abord l'intérêt du pays. Oui, mais quand même, le président Poutine, la Russie est un peu déstabilisée. La Russie ne vend que des matières premières. Militairement parlant, la Russie est très très forte, toujours. C'est un grand pays. Et puis côté économie, ça vient également. Regardez, même pendant les 3 ans de guerre, l'économie se développe. Elle a une économie meilleure que les autres pays européens actuellement. Voilà. Et puis donc, l'expression vassal ou autre, c'est du passé. Vous pensez vraiment, c'est intéressant parce que vous les connaissez bien, vous pensez vraiment que
En définitive, l'esprit de Shanghai, c'est véritablement l'esprit des participants. C'est pas une déclaration politico-politique. Non, ça fait plusieurs années que c'est ça. C'est que ce n'est que la continuation d'une affirmation pratique. Ils sont pour une mondialisation heureuse entre tout le monde. En fait, ce qu'on déclare au sein de l'OCS ou au sein de BRICS, c'est quoi? C'est un nouvel ordre mondial en naissance. Exactement. En naissance, en état de naissance. C'est ça. Mais un nouvel ordre mondial équilibré. Équilibré. Il n'y a pas un qui impose aux autres. C'est pas pour dire que c'est pas une compétition entre la Chine et les États-Unis pour dire que je veux être le boss. Non, c'est autre chose. Ceux qui sont dans le BRICS et dans l'OCS, ce sont des gens, ce sont des pays qui veulent vivre autrement, avec une autre logique, un autre souhait. En cohérence avec la Charte des Nations Unies. C'est une compétition autre que compétition pour savoir qui est le boss, qui est le numéro 2, qui est l'hégémon. Aujourd'hui, on sait, il y a le président Trump dit il va régler la paix partout, il veut mener la paix en Ukraine, il veut régler le problème au Moyen-Orient, mais après il dit mon problème ce sera de discuter avec la Chine. Alors, le président Biden, lui, disait la guerre. C'était ce qu'il avait dit. Il disait on fera la guerre. Si vous voulez devenir trop puissant, on vous cassera. Et le président Trump dit, lui, mais non, il y a certainement d'autres moyens par la négociation que la guerre. C'est très important parce que c'est déjà mieux. Voilà, tout à fait. C'est déjà mieux. Est-ce que vous pensez effectivement que alors, la Chine, on parle beaucoup des États-Unis, mais est-ce que vous pensez que la Chine est prête, effectivement, à une espèce de négociation pour trouver un équilibre au niveau mondial, qui ferait que, on pourrait s'entendre? Ce qu'avait dit le président Xi Jinping à Biden, quand Biden lui avait dit « Je vous ferai la guerre si vous êtes trop puissant, parce que vous devenez trop puissant », l'autre avait dit « Mais pourquoi voulez-vous nous faire la guerre? Il y a la place pour deux dans le monde. » Tout à fait. Il y a la place pour deux dans le Pacifique. Exactement, c'est ce qu'il avait dit. Tout à fait. Donc, je ne sais pas si vous avez vu le défilé du 3. Donc, la Chine a montré beaucoup de nouvelles armes. Sur la place Tiananmen, à Pékin. Voilà, tout à fait. Donc, notamment le missile... Les missiles hypersoniques. Des F-61, qui est pour la première fois. Donc, sa portée est le monde. Exactement. Il dit que sa portée est le monde. Et puis l'autre, c'est un DF-5C, c'est le même, donc avec les carburants liquides. Voilà. Donc, quelque part, Xi Jinping, dans son discours, a dit que nous sommes assez forts pour nous défendre. Voilà. Mais on ne va pas faire la guerre. On ne va pas faire la guerre. C'est ce que je dis toujours en disant, regardez bien, vous savez, chez les militaires français, ou français, allemands et autres, on nous apprend une chose, on vous apprend que en attaque, il faut 3 fois plus de moyens qu'en défense. Tout à fait. Or, quand on voit le budget américain et le budget chinois de la défense, le budget chinois reste toujours, quelles que soient les augmentations du budget américain, loin le tiers de l'autre. Tout à fait. Donc c'est bien ça. Ils sont en position défensive. Ils ne veulent pas attaquer, mais ils peuvent se défendre. Notamment dans le Pacifique de l'Ouest. C'est donc le premier chaîne deal, le deuxième chaîne deal était derrière. C'est pour se défendre. Parce que l'industrie lourde, l'industrie très au point dans la Chine est sur la côte Est. Oui, bien sûr. Juste très près. Donc, c'est pour ça que la Chine a beaucoup développé les Navy et puis les missiles. La France, nous sommes dans le Pacifique avec la Calédonie, la Nouvelle-Calédonie et avec la Polynésie française. Vous qui connaissez bien la Chine et qui nous connaissez bien, et pourquoi parce que je l'ai de côté. Et vous êtes de côté. Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen de s'entendre et de trouver des solutions intelligentes entre les deux? Parce qu'actuellement, on a des va-t-en-guerre chez nous qui refusent, qui voient toujours le mal partout. Et est-ce qu'il n'y a pas justement possibilité de discuter avec la Chine pour trouver des solutions qu'on pourrait ensuite faire appliquer sur place? Tout à fait. Donc, parce que la solution, elle est là. Il a oublié, donc Macron a signé un traité avec la Chine, à Xi Jinping, quand il a visité la Chine. Oui. Donc, le deuxième article de ce traité, c'était
la coopération possible dans le Pacifique Sud. Vous voyez, donc ça veut dire qu'on a les éléments pour pouvoir le faire. Tout à fait. Et que voilà. Mais il a oublié, peut-être. Peut-être. Il a oublié. Peut-être. Oui. Mais c'est dommage. Je l'ai bien lu. Hein, ah ouais, mais c'est très dommage. C'est bien ce qui me semblait. C'est pour ça que je suis ravi que vous le rappeliez. Parce que dans cette affaire où il faut qu'on trouve une solution intelligente, évidemment, la solution, on ne la trouvera pas tout seul. On ne la trouvera pas avec les populations locales. Il faut que ce soit un accord, compte tenu des pressions et des influences des uns et des autres. Il faut qu'on ait aussi... Donc, on commence à voir que la Navy chinoise commence à se montrer beaucoup, un peu beaucoup dans cette région-là. Et cela veut dire, point de vue militaire, c'est qu'il a besoin d'une base, ou de plusieurs bases là-bas, au lieu de faire des allers-retours très, très longs. Donc là, on a quelque chose à regarder ensemble. C'est vrai que la marine chinoise monte en puissance. Ah oui. Il fait un tour auprès de l'Australie. Ah oui, mais c'est très loin avec la base à la maison. Donc, si on peut trouver un moyen entre la France et la Chine pour des... Oui, non, mais c'est pour ça. Voilà. Il faut regarder, en tout cas. Pour les regarder, pour le bénéfice des deux. Là, une question un peu difficile, mais je ne sais pas si vous pourrez répondre, mais moi, c'est une question que je me pose. Bon, d'un côté, on me dit, l'Afghanistan, ça intéresse tout le monde parce que les pipelines venant d'Iran, d'ailleurs, passent par l'Afghanistan pour aller en Chine. Bon, donc effectivement, tout le monde intéresse que l'Afghanistan soit stable. Ça, c'est très clair, et qu'on ait de bonnes relations, tout va bien. Tous les pays autour ont intérêt, puisque tout le monde sera concerné par ça. Mais alors, on voit d'un côté l'Afghanistan, où c'est quand même les talibans, c'est une partie des gens un peu particuliers. Bon, si on prolonge la frontière, on voit de l'autre côté, il y a les fameux Ouïghours, qui sont aussi musulmans, mais d'un côté, il n'y a pas de relation entre les Ouïghours et les Afghans. Non. Il n'y en a aucune. Et d'un autre côté, il y a un pays qu'on veut aider, et d'un autre côté, il y a des Ouïghours qu'on accuse d'être séparatistes. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur extrémistes, séparatistes, terroristes. Donc, comment vous voyez la chose? Vous pensez que les Ouïghours, les Chinois nous disent c'est un problème en cours de règlement. Comment vous voyez ça? En définitive, est-ce que la politique chinoise, c'est pas une politique dans le fond réaliste, où on a des idées, mais d'un autre côté, pour obtenir ce qu'on veut, on est prêt à oublier certaines choses. Par exemple, l'Afghanistan. Il y a quand même un pays très musulman, alors que la Chine, de ce côté-là, elle est très prudente. C'est le moins qu'on puisse dire. Tout à fait. Moi aussi, je suis très prudent. Oui, donc, il y a des choses qu'on règle entre les deux pays, et puis il y a des affaires internes à ce pays-là. Donc, on ne peut pas la régler tout de suite à 100%. Premièrement, donc, concernant Xinjiang et les problèmes de Ouïghours, je pense que c'est beaucoup lié au terrorisme, je pense, et le séparatisme. C'est sûr qu'il y a des mesures qui ont été prises pour avoir la stabilité de l'endroit, de la région, mais une séparation provoquée ou souhaitée par la plupart des Ouïghours, je ne crois pas. Oui, vous dites c'est une pourcentage. Partie de la population qui a été manipulée un peu, qui a été poussée au séparatisme. Oui, et puis il faut regarder le pourcentage mais qui n'est pas majoritaire, de la population. Et ces gens-là, Et puis, quand on parle, si certains médias occidentaux pour parler de génocide, etc., donc ça c'est un mythe. Ça c'est un mythe. Parce qu'on ne peut pas avoir 20% de croissance de la population ouïghour. Alors, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'Afghanistan, le gouvernement afghan, fait de la réelle politique. Il préfère
Absolument. Travailler avec la penser- Chine et ne s'intéresse pas aux... Et la Chine fait fait la passer en réelle perte, politique aussi. Ah oui, exactement, c'est ça. Les Ouïghours qui sont des frères Parce que, musulmans. ouais, il faut regarder la démocratie et autres, et la paix, etc. Mais il ne faut pas oublier que derrière, c'est la population qui ont faim, qui a besoin que le gouvernement en prenne soin. Oui, et puis il y a la politique, hein, les intérêts des États Et puis, ne sont pas toujours les intérêts de certaines parties de la population. et ils voient de temps en temps, Ouais, c'est clair. plus souvent aussi, les doubles standards pratiqués par ailleurs. Hein. Donc, Oui, le double standard, on a connu ça entre la France et les pays africains. Ouais, entre autres. Ouais. voilà. Donc, voilà. On connaît, ça on connaît, connaît. on connaît bien. Je pense qu'il faut qu'on se réveille bien vite, pas comme Kajakalas. Hein. Et Foucault. Écoutez, là, je ne peux être que d'accord avec ça, c'est une belle conclusion. Voilà. On vient de parler de la Chine, de Tianjin, de l'évolution du monde à travers l'OCS. Le monde est en train de changer, donc il faut que la France se réveille et que prendre son destin en main. Alors, qu'est-ce que vous entendez par il faut que la France se réveille? Est-ce que vous pouvez aller un tout petit peu plus loin par exemple, quitter l'OTAN et quitter l'Union européenne. Voilà. Et on rentre dans l'OCS? Non, pas nécessairement. On est indépendant. Voilà, c'est la France qui doit réfléchir par elle-même. Ça, c'est la politique gaulienne, ça. Hein. Voilà. Tout à fait. Donc, c'est la politique gaulienne. La France, c'est mon pays également. Mais bien sûr, c'est bien pour ça. On est d'accord. Écoutez, voilà une belle conclusion par rapport... Il faut qu'on se réveille, il faut qu'on évolue pour être dans ce monde qui est en train de changer et dans lequel on voit bien que le pouvoir est en train de se déplacer et que ce qui s'est passé à Tianjin avec l'OCS et avec cet environnement des BRICS, c'est l'avenir du monde qui est en train de se dessiner, tout à fait. Clair. Et la France a des moyens. Et la France, on a les moyens d'en faire capacité. De bouger, de s'intéresser, d'intéresser ces gens-là. Au lieu de suivre derrière. Mais encore faut-il qu'on ait une vraie politique tout à fait. Internationale. Gaulienne, exactement. C'est une magnifique conclusion. Effectivement, et c'est toujours un plaisir de vous avoir parce que là, on parle vraiment de géopolitique de très haut niveau. C'est la grande géopolitique. C'est très, très intéressant. En plus, moi, je connais très bien aussi la Chine et je vois l'évolution depuis plus de 30 ans. Et Alain aussi, on connaît bien la Chine tous les deux. Ce qu'on peut retenir, c'est que dans cette grande géopolitique, il y a un pays, la Chine, qui est quand même ultra puissante, mais qui base tout sur la paix, les échanges entre pays. Pas la guerre. Et pas la guerre. Ouais. Voilà, j'espère que cette émission vous a plu. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission sur Openbox TV, tous les vendredis à 17h sur YouTube. Merci et à bientôt. Au revoir.